Monsieur Bien, Condenine. alors, bon, je m'excusais déjà d'être arrivé un peu en retard. Et bien qu'étant vice-président numérique de cette université, et donc tourné, on va dire, vers la prospective, vers tout le futur de cette transformation digitale, je vais quand même vous faire une première petite intervention à l'ancienne, sans présentation. Et je vais même vous raconter une histoire qui va remonter à des temps encore plus anciens, puisque je dois être le vice-doyen de cette table, hein, ayant commencé ma carrière professionnelle en 1983, le 1er novembre très précisément, ça m'a marqué. Et je me suis dit finalement, au cours de cette longue carrière professionnelle, qui s'est essentiellement déroulée dans des, on va dire, des administrations publiques, j'ai travaillé pendant très longtemps pour ce qui était au départ la partie télécom de l'administration des PTT, puis France Télécom, puis Orange, puis dans la société privatisée au moment de la privatisation de ce groupe. Et ensuite, donc, j'ai rejoint en 2004 le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, un environnement que je dois dire particulièrement passionnant. Finalement, et je me suis dit au cours de cette longue carrière, 33 ans, depuis 1983, ce qui me fait penser qu'on ne rajeunit pas. Hein. Donc ma 6e décennie approche, ou du moins elle est entamée. Qu'est-ce qui m'a marqué finalement dans ces plus de 3 décades d'activité professionnelle? Comment je l'ai vécu? Quels ont été les jalons de cette transformation numérique dont on parle aujourd'hui? Je vous rassure, hein, je vous parlerai de choses plus prospectives et plus tournées vers le futur après. Alors, j'ai quelques dates jalons et j'ai amené quelques objets archéologiques d'époque, donc qui datent du millénaire dernier. Vous avez tout de suite là, à côté de moi, un Minitel 1, donc qui est vraiment le 1, le premier, c'est-à-dire un objet qui a été commercialisé grand public en 1982. Donc c'est un peu le symbole de mon entrée dans la vie professionnelle à cette époque. Alors ça, on se demandait à quoi ça allait servir. Je me rappelle, avec les collègues de l'époque, on était là devant et on se disait, mais à quoi ça va bien servir? À quoi les gens vont utiliser cet objet qui, à l'époque, tenait du design tout à fait futuriste. Hein. Ça fait nettement plus vintage aujourd'hui. Donc, eh bien, contre toute attente, ça a été un succès phénoménal, et pas forcément pour les usages qui étaient envisagés. Au départ, le Minitel était destiné à apporter de l'information, c'est-à-dire qu'on a trouvé assez vite des services de type météo, horaire de train, accès à sa banque, voilà. L'annuaire, bien évidemment, le 3611. Donc, plutôt, c'était orienté vers ça. Qu'est-ce qui a été un succès phénoménal du Minitel qui n'était pas prévu? C'est quand a été mis en place notamment une messagerie, c'est-à-dire l'ancêtre du chat. À un moment donné, ça a représenté 85% du trafic Minitel. Personne n'avait imaginé que les gens aimeraient communiquer au travers de ce type d'objets, alors même qu'ils avaient le téléphone. Et nous, on commercialisait quand même du téléphone. Et on s'est rendu compte que les gens pouvaient avoir envie de communiquer d'une autre manière, en écrivant, au travers d'un terminal télématique. Il y a aussi eu des sites qu'on appelle aujourd'hui sites de rencontres. À l'époque, on appelait ça des sites roses. Voilà, le Minitel Rose, qui ont eu beaucoup de succès aussi. Il y avait même des jeux en ligne. Donc on peut dire qu'il y avait tous les usages précurseurs de l'Internet, avec, bien évidemment, une échelle qui n'était pas la même en termes de, je dirais, de nombre d'utilisateurs, parce qu'il y avait quand même un frein extrêmement important, c'était le coût. Ça coûtait quand même très cher. Pour vous donner quelques petits éléments de comparaison technique, le débit descendant de la liaison de ce type d'appareil, c'était 1200 bits par seconde. Donc vous imaginez que c'était... on ne pouvait pas avoir des choses extraordinaires de plus sur un écran monochrome. Et le débit montant, c'était 75 bits par seconde, quand tout allait bien. Mais ça a quand même été un succès phénoménal qui a perduré jusqu'à assez tard, dans les années, au début des années 2000. Alors, il y a eu... j'ai aussi connu l'apparition des premiers PC professionnels, 1985-1986. Jusque-là, on travaillait uniquement par courrier
par téléphone et par fax analogique. D'un seul coup, on s'est retrouvé avec des PC qui n'étaient pas reliés en réseau et sur lesquels il n'y avait à peu près aucun logiciel. C'est-à-dire que si vous démarriez la machine, il n'y avait pas d'OS dessus, il fallait éventuellement rentrer directement dans le programme basique de Microsoft pour programmer, ou alors il fallait booter sur une disquette 5 pouces 1 quart, si vous vous rappelez, les floppy 5 pouces 1 quart, si vous avez déjà vu ça. Là aussi, on se demandait un peu ce qu'on allait en faire. Donc en fait, on a eu des usages très basiques au départ. Fréquence d'horloge de ces premières machines qu'on avait, 4,77 MHz. Donc ça vous donne un petit peu une idée du chemin qui a été parcouru depuis. Toutes les marques, on parlait du changement d'acteur tout à l'heure, toutes les marques d'ordinateurs, de micro-ordinateurs de l'époque, qui étaient les grandes marques, ont à peu près toutes disparu. C'était des marques qui s'appelaient Normerel, qui s'appelaient Victor, qui s'appelaient Zenith ou qui s'appelaient encore Goupil. Tous ces acteurs ont disparu et ont été remplacés par d'autres. Donc là, on est au milieu à peu près des années 80. Après, les choses ont commencé à un petit peu, je dirais, à s'emballer. 87, j'ai vu mon premier PC portable. Il pesait 10 kg. C'était le Compaq Portable 3, dont on ne se servait absolument pas dans notre travail quotidien. On s'en servait comme console de raccordement à des équipements téléphoniques avec des logiciels spécifiques. 89, le fax est devenu numérique. Donc là, ça allait déjà beaucoup plus vite pour envoyer des documents sur le réseau numérique de France Télécom. Après, les choses ont continué à s'accélérer. On a eu des vrais portables. C'est-à-dire ceux-là, on pouvait les utiliser sur notre poste de travail au quotidien. Donc là, vous avez un Compaq Armada de 1997 qui était la dotation standard que nous avions à l'époque. Donc j'ai travaillé sur ce type de machine et ça paraissait absolument révolutionnaire. Il doit peser entre 3 et 4 kilos, voilà, pour vous donner une idée aussi. 1997 aussi, on a eu des téléphones portables de type GSM. C'était le réseau Itinéris de France Télécom. On s'est retrouvé avec des téléphones dans la poche qui pesaient quelques, bon, peut-être pas dizaines, mais centaines de grammes, 200 ou 300 grammes. Quelques années avant, quand nous étions d'astreinte, on travaillait avec des Radiocom 2000 analogiques avec à peu près 2 kilos de batterie à la ceinture. Et à mon avis, ça nous cuisait le cerveau beaucoup plus que les ondes Wi-Fi aujourd'hui. Alors, tout ça, c'est pour vous dire que finalement, là, je viens de résumer une quinzaine d'années, entre 83 et 97. Et quand je regarde toute cette période, mais quand je regarde aussi ce qui s'est passé après, alors aujourd'hui, bien sûr, tout a rapetissé. Donc là, mon PC aujourd'hui, qui est très puissant par rapport à ça, mais même dans l'absolu, il pèse 1 kilo celui-là. Ici, j'ai un smartphone, comme tout le monde, qui me permet d'accéder à peu près à toutes les données dont j'ai besoin. Et puis, j'ai aussi une montre connectée qui m'envoie des électrochocs quand ma femme me téléphone. Donc, on a toute une digitalisation sur ces dizaines d'années. On voit quand même qu'il y a eu un outillage informatique qui a été mis en place, qui a vraiment transformé les choses de façon phénoménale. Puisque je vous rappelle qu'en 1983, je travaillais essentiellement, bien qu'étant dans un domaine technique et plutôt d'innovation technologique, avec un cahier, un stylo, un téléphone, un fax analogique. Mais tout ça, pour moi, c'est pas la transformation numérique ou digitale, c'est la transformation informatique. C'est-à-dire qu'on a fait évoluer des outils, mais qui n'ont pas fondamentalement changé les processus de travail, et qui n'ont pas fondamentalement changé les organisations. On est resté finalement sur des organisations assez verticalisées. J'ai aussi oublié quand même dans mon énoncé, début des années 90, l'arrivée de la messagerie. Aussi la messagerie, donc email, Internet, avec notamment l'apparition d'un logiciel bien connu en 1992 qui était Microsoft Outlook. Donc ça, mais ça, je dirais que ça a contribué à accélérer le temps, ou plutôt à le contracter, parce que subitement, on se trouvait avec beaucoup plus de choses à traiter rapidement. Quand vous traitez quelque chose par courrier, vous avez quelques jours en termes de temps de réaction. Quand c'est par fax, vous avez quelques heures. Quand c'est par mail, on tombe à la minute, voire moins. Mais les processus sous-jacents n'ont pas réellement évolué. Je n'ai pas en tout cas eu ce sentiment. Et je crois, on pourra en débattre, et je parle du point de vue des environnements professionnels dans lesquels j'ai œuvré ou j'œuvre aujourd'hui, je crois qu'on est maintenant au début simplement de la transformation
numérique, de la transformation digitale, c'est-à-dire d'une approche qui va changer les organisations, qui va changer fondamentalement les processus et la façon dont nous les exerçons, c'est-à-dire la façon dont nous travaillons. Et pour reprendre quelques-uns des éléments qui ont été évoqués dans les interventions précédentes, je crois effectivement que la technologie n'est pas du tout le point majeur de cette transformation. La technologie, elle existe aujourd'hui. Le point majeur de la transformation, ça va être notamment l'humain, au travers de la conduite du changement et au travers de l'adhésion à de nouvelles façons de travailler qui risquent d'être bien différentes, où on sera beaucoup plus dans le mode projet et beaucoup plus dans le transversal que dans la hiérarchie, je dirais, verticale. Et en plus, quand on parle de la cartographie des processus métiers, on n'est pas seulement dans des visions d'une haute hiérarchie, ça touche tout le monde. C'est-à-dire que quand on cartographie un process métier, on descend jusqu'à l'exécutant au niveau le plus fin de granularité. C'est cette personne-là qu'il faut convaincre, et on arrivera à la convaincre d'aller vers de la digitalisation des processus métiers en la faisant adhérer et donc en lui donnant une compétence dans ce domaine, c'est-à-dire qu'elle comprenne bien que des actions de cartographie, ce n'est pas du flicage, c'est simplement, je dis les choses un petit peu brutalement, c'est bien pour connaître les métiers, savoir comment ils sont exercés, et il faut que les personnes, et on a essayé de le faire à Lyon 3, dans le cadre notamment des MOOC, la carte au pro, pile au pro, de donner une culture à tous nos gestionnaires, RH, financiers, etc., en termes de cartographie des process métiers, parce que ça facilite beaucoup l'adhésion au projet macroscopique. Alors, je suis aussi très d'accord avec quelque chose que vous avez dit, c'est que ce qui n'est pas réalisable ne présente pas beaucoup d'intérêt. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Si on ne peut pas construire quelque chose, je crois, aussi génial que ça soit, c'est pas la peine de perdre du temps. Et parfois, on a tendance à imaginer des choses un peu trop... peut-être très belles, mais qui finalement ont peu de chances de voir le jour. Je crois qu'il faut avoir quand même les pieds bien ancrés dans la glaise en matière de numérique. Et puis je finirai peut-être par une comparaison. Vous connaissez tous, peu ou prou, la pyramide de Maslow, qui définit des besoins humains, physiologiques. Il faut respirer, manger, des besoins de sécurité, il faut avoir un toit au-dessus de la tête, des besoins d'appartenance à un groupe, des besoins d'estime au sein du groupe, des besoins, on va dire, d'accomplissement. La transformation numérique, on pourrait la représenter de cette manière-là aussi. Et aujourd'hui, nous en sommes simplement aux 2 premiers niveaux. C'est-à-dire que la transformation informatique nous a permis de solutionner les besoins de façon durable des 2 premiers niveaux. Maintenant, il faut aller vers l'accomplissement. Et là, il nous reste quand même pas mal de travail à faire. Et là, le VP numérique de Lyon 3 va avoir du boulot. On pourra revenir sur des points comme la gestion des risques ou d'autres choses.